l'honneur avec Philippe Abraham, qui va se présenter dans un instant, de commencer d'introduire cette conférence qui comportera 4 volets. Donc nous on a la partie santé, et ensuite il y aura la partie école, puis la partie des lois, et enfin la partie des solutions. Donc, Philippe Abraham, je te laisse te présenter. Alors bonjour à tous, donc, je m'appelle Philippe Abraham Baronne, je suis thérapeute en médecine naturelle sur Genève, en Suisse, et je travaille donc, au cabinet de médecine naturelle avec mes parents. Donc je suis là aujourd'hui pour parler de santé avec Chloé, et donc on va aborder pendant une demi-heure ce thème et tous les points à discuter en matière de santé sur les mesures sanitaires actuelles. Et voilà, quels problèmes elles posent et surtout quelles solutions vous pouvez avoir de connaissance, de compréhension. Donc voilà, on va aborder ça point par point. Alors moi c'est Chloé. Si vous ne me connaissez pas, j'ai fait la fameuse vidéo qui m'a valu toute une campagne de chasse aux sorcières de la part des médias romans sur Gavi, sur l'OMS et sur la Fondation Rockefeller, sur la Fondation Bill et Melinda Gates. Et justement, j'ai plusieurs points à vous donner pour compléter justement cette vidéo qui parlait donc de l'Alliance vaccinale globale pour la vaccination. Donc là, par exemple, on a une info qui est assez nouvelle, en tout cas en ce qui me concerne, qui parle de COVAX, qui est en fait un projet lancé par l'OMS, Gavi et le CEPI. Le CEPI, c'est la coalition pour la préparation aux épidémies avec des innovations, qui sont toutes les trois financées par la fondation Bill et Melinda Gates. Et donc ce projet de COVAX est mondial et la Suisse nous a annoncé qu'elle faisait partie de ce projet récemment et qu'elle comptait donc vacciner 20% de la population d'ici à la fin 2021. Et également l'Union européenne en fait partie. Par contre, Trump a dit qu'il se retirait de ce projet. Il y a 172 pays qui sont impliqués là-dedans. Est-ce que ça te fait réagir, Philippe Abraham, sur cette volonté, disons, ce projet mondial de vaccination? Ça suit un plan. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que de manière isolée, comme ça, on peut se dire que c'est assez inédit. Mais si on revient en arrière et qu'on regarde le plan qui, en matière de santé, se déroule depuis des années, on comprend que c'est une suite logique. En fait, on est parti d'une situation qui dure déjà depuis très longtemps où on tend à aller vers la vaccination obligatoire et on tend à aller vers de plus en plus de mesures sanitaires qui sont, on va dire, contraignantes et contre le peuple. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est avant tout une industrie et donc c'est avant tout une rentrée d'argent. C'est-à-dire que voilà, le profit est vraiment le point le plus important pour ces grands labos et ces industries. Donc, pour faire de plus en plus de profit, on se dirige vers une médecine où toujours plus de médicaments. Et les vaccins font partie du panel large de ce qui peut être utilisé par ces entreprises pour gagner énormément d'argent et nuire à la santé. Ça, c'est vraiment ce qui est important à retenir, c'est qu'on est de moins en moins dans une idée de préserver la santé ou de protéger la personne contre des agressions, mais de plus en plus sur des médicaments ou des traitements ou des produits comme les vaccins qui vont directement nuire au système immunitaire, donc à notre capacité à nous défendre. Voilà, justement, parce que moi, ce qui m'a intriguée assez vite avec cette épidémie que l'OMS a appelée pandémie, sur des critères d'ailleurs très, très douteux, puisqu'il s'agit juste d'une épidémie largement répandue. Depuis 2009, on sait que la définition a changé, qu'il n'y a pas besoin de mort, ça s'appelle une pandémie. Elle a déclaré cette pandémie et elle a tout de suite axé la réflexion, la recherche sur le vaccin. Moi, je me suis demandé assez vite pourquoi on parlait que du vaccin et pas de traitement justement naturel. Toi qui es naturopathe, peut-être tu as des pistes à nous donner par rapport à ça. Alors, et puis avant même de traitement naturel, on n'a même pas parlé de traitement chimique. C'est ça le pire de tout. C'est-à-dire qu'on s'attendait, c'est d'une logique pure et simple, qu'on a un problème, on a une situation sanitaire, on a une maladie, on a forcément un traitement. Et donc on doit aborder obligatoirement le point du traitement. Et ça a été volontairement totalement effacé des mesures sanitaires qui ont été prises depuis le début, en fait depuis maintenant plus de 8 mois presque.
on a dit aux gens, il n'y a pas de traitement. Bon, déjà, on n'a même pas parlé de traitement, on parle du Covid comme étant quelque chose, si vous l'attrapez, et si vous l'attrapez, vous pouvez avoir une forme grave et vous pouvez en mourir. Oui, mais ça, c'est sans considérer le fait qu'on peut traiter. Mais évidemment, on n'a pas parlé de traitement pour instaurer une peur dans la tête des gens, qui est que, en fait, ma vie, ma sûreté, elle dépend que d'une chose, si j'attrape le Covid ou pas. Et que si je l'attrape et que j'ai une forme grave, en gros, j'ai pas de chance et je risque d'en mourir. Alors que pas du tout. Les traitements existent, et avant même les traitements naturels, il y a les traitements chimiques, et on voit que même pour les traitements chimiques, pour citer l'hydroxychloroquine et l'azithromycine et le zinc, qui était un des protocoles qui a prouvé son efficacité, on a descendu en masse toute personne et tout spécialiste, parce qu'on a vu les meilleurs spécialistes, des épidémiologues, des médecins, des chercheurs, des professeurs, se faire traiter de charlatans juste parce qu'ils parlaient de traitement. D'un traitement chimique, alors que les labos normalement devraient être contents qu'on se tourne vers ces traitements qui vont leur profiter. Et exact. Puis l'artémisia, juste avant qu'on commence la conférence, je t'en ai parlé et tu m'as dit qu'il y avait même mieux que ça. Oui. Donc tu peux nous en dire plus? Alors en fait, ce qui se passe, c'est que dans le domaine des médecines naturelles, il y a depuis toujours énormément d'outils pour traiter, notamment ce qu'on appelle la phytothérapie, donc les plantes. C'est reconnu et ce n'est pas contesté par la médecine classique et par les labos, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une bonne partie des médicaments chimiques utilisés actuellement sont dérivés des plantes. Donc quand on part du principe qu'on dit un médicament chimique, oui, mais d'abord il faut comprendre ça vient de quoi. Très souvent, on peut citer le cas de l'aspirine, c'est un exemple très simple, c'est tiré d'une plante et on modifie le principe actif qu'on extrait de la plante pour pouvoir le breveter. Parce que du moment que vous modifiez quelque chose, à ce moment-là, vous pouvez vous attribuer cette création-là et vous pouvez le breveter et vous pouvez gagner énormément d'argent avec. Le problème des traitements en médecine naturelle, c'est que ça n'a jamais enrichi un laboratoire, ça n'a jamais généré des millions. La nature n'est pas très rentable. C'est ça. Pour des labos. Exactement. C'est quelque chose qui est même tout l'inverse, c'est-à-dire que les plantes peuvent pousser. C'est la vie même, c'est-à-dire que depuis toujours, on s'est traité en mangeant et en ayant les plantes à disposition, et le savoir ancestral de comprendre quelles plantes, avec quels effets ils pouvaient traiter quelle maladie, ça s'est transmis, et malheureusement aujourd'hui... Avec l'aide de la Fondation Rockefeller d'ailleurs, qui a financé justement les formations des universités avec des formations justement allopathiques, donc chimiques, liées au labo pharmaceutique, et qui a réussi à tuer à peu près toutes les formations... naturel dans le monde, en tout cas c'était... En fait, il y a eu une scission, parce que si on prend la médecine, il y a un certain temps, la médecine utilisait encore les plantes. Si vous prenez des anciens livres de pharmacie, si vous prenez des livres de pharmacie, des grimoires de pharmacie avec des remèdes et des traitements, vous aviez l'utilisation d'énormément de plantes. Et en fait, tout ceci a été, en quelques décennies, ça n'a pas pris énormément de temps, a été remplacé par une médecine prescriptive de produits chimiques, c'est tout. Voilà. Et puis alors, que peut-on penser justement des mesures qui ont été prises par nos gouvernements respectifs, qui sont bizarrement les mêmes, concernant par exemple le confinement, les masques, la distanciation sociale? Si on prend l'exemple du confinement, le confinement est une absolue aberration d'un point de vue de santé. Ça, je n'ai pas besoin de moi de le dire spécifiquement. Il y a des études qui existent justement. Moi, j'avais recensé tout ça. Il y a une étude du British Medical Journal qui dit que le confinement n'est pas scientifique, n'a jamais été opérationnel, n'a jamais été efficace, et que par contre, il engendre pas mal de risques de suicide notamment, de développement de pathologies psychiatriques, paralysie, négligence des autres maladies aussi, parce qu'on a vu que pendant que toutes ces mesures avaient été mises en place en mars-avril, les autres maladies n'ont pas pu être traitées, et les patients ont été refusés des hôpitaux, et on sait qu'il y a des personnes qui sont décédées de cancer, d'attaques cardiaques, à cause justement de cette priorité qui avait été mise sur le Covid, sachant maintenant qu'en fait il n'est pas plus dangereux, mortel, contagieux qu'une grippe. Oui, mais en fait le problème c'est qu'au départ on nous a dit en gros, faites un effort, sinon les hôpitaux vont être surchargés.
L'idée, c'était, voilà, faites ce qu'il faut pour pas qu'on ait un pic. Il fallait, vous avez tous entendu, il faut aplatir la vague. Alors il fallait aplatir cette fameuse vague qui allait être un tsunami. Donc voilà, il fallait faire tout pour essayer d'aplatir la vague. Mais en fait, on a pu faire croire, et maintenant on fait croire à une deuxième vague perpétuelle, hein, ça fait plus de 5 mois qu'on nous l'annonce, elle n'est toujours pas là, mais on fait croire ça aux gens, et les gens, quand même, il y a beaucoup de gens qui le croient, parce que en fait, tout ça est basé sur l'ignorance. Ce qui se passe, c'est que avant le Covid, il y a énormément de gens qui meurent tous les jours, tous les mois, toute l'année. Alors on peut peut-être juste rappeler le nombre de morts par jour en France ou en Suisse. Oui. En France, c'est 6 000, je crois. Et en Suisse, non pardon, c'est 1600, oui. Je vais m'en sortir. Et en Suisse, c'est 180. Ben, si on prend d'autres chiffres qui sont intéressants là-dessus, par rapport au nombre de morts, il faut savoir que, juste pour une statistique, en ne prenant même pas la Suisse, mais en prenant de manière générale le monde, on a 7 millions de personnes qui meurent chaque année du tabac. Oui, absolument. Alors pour un produit. Et 890 000 de fumée passive. Oui. Donc c'est à peine moins que le Covid. Pourtant, j'ai pas l'impression, j'ai pas le souvenir qu'on ait interdit la cigarette. C'est ça, et puis en plus, interdire la cigarette, il faudrait juste arrêter d'en vendre. Exactement, ça commence par là. On n'aurait rien besoin de confiner, on n'aurait pas besoin de faire de mesures de distanciation sociale, pas besoin de port du masque, pas besoin de gel hydroalcoolique, juste on arrête de commercialiser un produit qui tue. Mais donc, évidemment, pour quelque chose qui ne tue à peine plus que la cigarette, mais on le voit, on nous a imposé des masques, on nous a imposé cette distanciation, ce confinement. La grippe, normalement, annuellement, elle va jusqu'à 700 000 morts par an. Et on sait aujourd'hui qu'il y a eu pas mal de gens qui ont été estampillés Covid, qu'il y a eu des primes qui ont été versées aux médecins autant qu'aux familles. Moi, j'avais fait un dossier là-dessus, pour que la personne défunte soit classée dans la case Covid. Et d'ailleurs, les États-Unis avaient déclaré il y a quelques temps, il y a un mois ou deux, que finalement, il n'y avait que 6% des cas qui étaient uniquement causés par le Covid. On peut prendre cette statistique et généraliser en disant que si on prend, grosso modo, maintenant les chiffres, c'est à peu près 1 million sur le monde de morts du Covid. Si on pense à ce qu'a prononcé le CDC, d'ailleurs, ils l'ont retiré assez rapidement parce qu'ils se sont fait taper sur les doigts. Donc ça, c'est bien. Parce que quand il y a quelques bribes de vérité qui sortent, la censure s'opère assez rapidement. J'ai 2 exemples à donner juste après. Parfait. Et donc, en fait, si on prend cette idée-là, si on généralise, le CDC parle de 94% de gens qui ont été estampillés Covid, qui ne sont pas morts du Covid, mais avec, donc on parle de comorbidité. Si on prend ce chiffre-là et on le généralise, même si on veut revoir à la baisse et en disant on prend des marges, etc., on dit allez, 80% de gens qui seraient en comorbidité et 20% qui seraient morts que du Covid, on est à 200 000 personnes, donc plus ou moins, jusqu'ici dans le monde. Ah oui, en Suisse, c'est 97% qui sont morts avec le Covid. Oui. En Italie, c'était 99%, au Royaume-Uni, 95%. Enfin, c'est toujours des nombres assez grands de gens qui sont morts avec d'autres choses. Et pour parler des exemples de censure ou de rectification de l'information, par exemple, sur le site suisse de l'OFSP, ils parlaient le 17 mars du fait qu'ils allaient arrêter de comptabiliser les cas de grippe parce que les symptômes étaient trop similaires à ceux du Covid. Exact. Et puis j'y suis retournée quelques semaines après et le texte était complètement différent, mais j'ai une adresse mail, un URL qui permet de récupérer les archives, de voir à quel moment un lien internet a été modifié et de retourner sur les versions d'avant. Donc si jamais je pourrais vous le donner, c'est très intéressant de voir les différences. Et il y a également le site de la Banque mondiale qui parlait des tests Covid-19, tu sais, en 2018, des commandes de tests Covid-19, et qui, une fois que l'information est sortie, a rectifié et a appelé ça test, je ne sais plus exactement le terme. Kit de test sanitaire. Kit de test sanitaire, voilà. Donc s'il n'avait rien à se reprocher, je me demande pourquoi il change ces données-là. Oui, en fait, je pense que, après, chacun a énormément de théories différentes, il y en a beaucoup à l'heure actuelle, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un rattrapage, c'est que là, ils agissent un petit peu à vue.
et les mesures sanitaires, même des gens qui pouvaient être très dociles et faire confiance aveuglément au gouvernement en matière de décision sanitaire, maintenant même ces gens-là se posent des questions parce que ça n'a juste plus aucun sens. On vous dit, assis, vous pouvez enlever le masque, le virus n'est pas là, parce que le virus, vous comprenez, il est juste ici. Donc si vous êtes en bas, c'est bon, mais vous vous levez, il faut mettre le masque. Et pour aller danser, on ne peut pas non plus oui, c'est ça. Danser, parce que le virus est plus virulent quand on danse. Ouais, ça doit être mais ça. Par contre, pour aller travailler, il n'y a aucun problème. Oui, pour être dans un métro bondé, comme on le voit Voilà. On voit plein d'images comme ça qui tournent. Évidemment, c'est d'un point de vue, c'est pour ça qu'on a quitté, je dirais, le domaine de la santé et des mesures sanitaires qui ont on va dire par raison de santé, on a quitté ça très rapidement. On a quitté ça peut-être, je dirais, à partir de mai. Et on le voit, non, mais peut-être même encore plus tôt, puisqu'on a vu que les médecins avaient l'interdiction de prescrire ce qu'ils prévoyaient, ce qu'ils jugeaient utile, notamment avec l'hydroxychloroquine qui a été interdite en France, en Suisse, et notée comme substance vénéneuse le 13 janvier par Agnès Buzyn. Alors oui, et pour l'histoire, cette décision-là, donc ça c'est professeur Perron qui a mis ça, enfin il n'a pas mis ça à jour, mais il l'a crié haut et fort en étant interviewé sur Sud Radio, en disant non, mais Agnès Buzyn a fait cette décision par l'Office du médicament sous recommandation de Sanofi. Et Sanofi, c'est le producteur de l'hydroxychloroquine. Donc on peut se demander pourquoi un laboratoire pharmaceutique qui produit un médicament demande en octobre 2019, et ça c'est très important, et il a demandé ça en octobre 2019, donc à peu près 3 ou 4 mois avant d'avoir les premiers signes de cette future épidémie. En amont, 3 ou 4 mois avant, en octobre, ils ont fait une demande pour classer l'hydroxychloroquine en substance vénéneuse, alors que cette hydroxychloroquine était utilisée depuis toujours. Depuis 70 ans en tout cas. Voilà, c'est ça. Les données que donc c'est comme le dit très justement professeur Harou, docteur Harou, bref. Exact, toute l'équipe. Mais ça, c'est de toute façon dans les liens qu'on vous enverra. On a des liens qui sont très pointus là-dessus. Et il le disait très justement, c'est une molécule que la moitié de la population mondiale a appris à utiliser en tant que médicament, notamment contre le paludisme. Et d'un coup, on veut classer ça en substance vénéneuse. Et à contrario, le Rivotril a été déclassifié, a été autorisé. Donc c'est un petit peu les vases communicants. Et puis par rapport au masque, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites, notamment des études. Moi j'ai un peu cherché les études qu'on avait. Il y a Didier Rancourt, professeur de physique, qui nous a alerté sur le fait qu'il avait fait une méta-analyse en fait sur les études, et il a vu beaucoup d'études qui montraient que le masque était inutile ou dangereux, mais il n'en a trouvé aucune qui montrait que le masque avait un effet, le masque obligatoire dans la population avait un effet contre un virus. Et d'ailleurs, il a écrit le 21 juin une lettre à l'OMS sur ce sujet. À ma connaissance, il n'y a pas eu de réponse. Et aussi, tu le sais comme moi, les boîtes de masques, d'ailleurs, chez mon ostéo, j'ai vérifié, inscrivent bien en petites lettres en dessous que ce n'est pas utile, pas efficace contre les virus. J'ai entendu que la censure avait aussi fonctionné là-dessus et qu'ils avaient demandé aux producteurs de masques d'arrêter d'écrire ça. Parce que c'était un peu trop visible, les gens lisent le paquet, alors on sait qu'il y a beaucoup de gens qui ne lisent pas les notices, mais quand même de voir écrit sur la notice « ce masque ne protège pas contre une atteinte virale », c'était trop gros. C'était un peu trop gros. C'est ça. Mais le fait qu'ils l'enlèvent, je pense que ça les expose encore plus, non ? C'est vrai, pour ceux, mais c'est d'autant plus important maintenant de vraiment exposer toutes ces contradictions et ces rattrapages et ces cafouillages, parce que le but, c'est pas de chercher la bébête, le but, c'est vraiment que les gens comprennent que ce qu'on est en train de vivre actuellement n'a rien à voir avec une problématique de santé. D'ailleurs, on a énormément de témoignages, on a la lettre ouverte, je vous ai mis ça aussi en lien, de 350 chercheurs qui ont signé en France une lettre ouverte pour demander à ce qu'on arrête ces mesures sanitaires, parce que les mesures sanitaires prises en France sont encore pires que celles ici. Donc voilà, le but c'est de réaliser, de comprendre ce qui se passe. Absolument. D'ailleurs, il y a juste aussi un petit détail, ça c'est un petit clin d'œil à Dominique qui nous regarde, c'est la norme française, la norme AFNOR, EN 14683, qui est imposée pour les masques par le gouvernement français, dit bien qu'il ne protège pas du virus. Donc ça, c'est un petit peu pour la conclusion par rapport aux masques. Et alors par contre, à contrario, il y a pas mal d'effets délétères dus aux masques.
déjà on s'intoxique, on respire notre gaz carbonique Exact. et on respire les toxines qu'on est censé expulser par la bouche. Oui. Et il y a toute une série d'effets qui ont été listés, et, notamment dans les études, des dommages dus au masque. Oui. Alors peut-être que c'est ça la deuxième vague en fait. Alors, c'est ça la deuxième vague, c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'il faut que les gens réalisent et comprennent ce qui se passe, parce que comme la première vague n'était pas de toute évidence assez forte et satisfaisante pour d'emblée introduire la vaccination obligatoire et le puçage et donc la suite du plan jusqu'au transhumanisme, la deuxième vague peut tout à fait être constituée d'effets secondaires du masque. On a donc plein d'effets secondaires, mais aussi des problèmes d'intoxication aux molécules, parce qu'en fait ces masques dégagent toluène exactement, et du formaldéhyde. exactement. Ouais. Et donc du coup, c'est pas des substances qu'on est censé inhaler. Et là, en l'occurrence, on les inhale. Et le problème, c'est que quelqu'un qui utilise un masque et qui a le porté toute la journée, il s'intoxique sévèrement. Sévèrement. Et puis, juste une petite remarque aussi, les pays qui n'ont pas imposé le masque, notamment l'Islande, compte 10 morts. Oui, mais il y a aussi la Suède. Le Covid, il y a la Suède, il y a les Pays-Bas. Ouais. Moi, j'en ai compté une douzaine, la Corée du Sud, Taïwan, l'Éthiopie, le Nigeria, le Côte d'Ivoire. Si on prend rien Hong que pour la Kong. Suisse, Ouais. on a des cantons qui vivent une autre réalité Absolument. que On a certains 8 cantons. cantons seulement dans lesquels le masque obligatoire est imposé dans les magasins, C'est ça. versus 18 dans lesquels il n'y a pas de masque obligatoire. Alors dans les transports publics, c'est partout Oui. la même chose, mais c'est intéressant de voir que dans le même pays, on a des réalités différentes, on a des sciences différentes apparemment. Exact. C'est comme l'histoire, tu sais, de la quarantaine. Mhm. Je ne sais pas si tu as vu, mais en France, il y a 9 régions Oui. à partir desquelles, quand tu reviens en Suisse depuis ces régions-là, tu dois te mettre en quarantaine pendant 10 jours. Oui. Mais étonnamment, autour de la Suisse, tout autour de la Suisse, les régions autour, non, c'est des zones vertes. Donc il n'y a pas de problème. Donc pour les travailleurs, les frontaliers, il n'y a aucun problème, vous pouvez venir, il n'y a pas d'infection. Ce serait embêtant de classer ces zones rouges pour détruire l'économie. Exactement. Mais en même temps, l'économie quand même en prend un sacré coup en ce moment, puisqu'on a eu les 2 mois de confinement, les 2 mois de fermeture. Donc là, il y a eu déjà des graves dommages au niveau des rentrées d'argent qui n'ont pas eu lieu. Oui. Et puis là, les gens qui ont peur, les distanciations, les plexiglas, les masques et tout ça, ça freine un petit peu la consommation. C'est pas qu'on en voudrait plus, mais disons que la fréquentation, par exemple, des restaurants et des bars a beaucoup baissé depuis ces moments-là. Et ces gens-là, les restaurateurs notamment, craignent pour la suite des événements par rapport à Mais de toute façon, là, je veux dire, si on prend différentes analyses, alors c'est pas mon domaine, mais je m'y intéresse parce que de toute façon, c'est les répercussions qu'on voit directement. Mais si on prend différentes versions d'analyse financière, le plus prudent, c'est de dire ce qui va se passer dans les prochains mois, qui va être le début de la vague de la crise économique, parce que là, on a fait plus ou moins joujou avec une crise sanitaire, mais la crise économique, elle va être très réelle et très forte. En tout cas, il l'annonce avec le Great Reset. Tu sais, le World Economic Forum, le Forum économique mondial en parle, et le FMI également pour l'année prochaine. Alors, c'était prévu en janvier 2021, mais ils ont repoussé la grande ça prend un peu plus de temps c'est ça. Au mois de juin. Donc il parle d'une crise monétaire, économique, et aussi de l'implémentation de la technologie, de la 5G, de la surveillance et de la décarbonisation. Mais on ne va peut-être pas développer tous ces aspects-là, mais disons qu'il y a quelque chose qui est en place pour nous faire changer de système, et pas forcément pour le bien. Notamment, ils veulent en finir avec le cash. Oui, d'ailleurs, il y a une association Better Than Cash qui a été financée par toujours le même. C'est pas que je veux toujours le même, le mettre. C'est qu'il est présent de partout. Mais malheureusement, il est là à toutes les étapes du processus. Donc, pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de cash dans l'économie, ce qui permettra évidemment un contrôle accru de tous les échanges qu'on aurait à faire. Est-ce qu'on parle un petit peu du vaccin qui est prévu ? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs firmes qui s'en occupent, Moderna, AstraZeneca, Inovio, Pfizer et bien d'autres, Johnson & Johnson et j'en passe. Et en tout cas, les 3 premières que j'ai citées s'occupent d'un vaccin à base d'ARN messager ou d'ADN. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce genre de vaccin ? Alors, c'est complètement expérimental, c'est unique et ça n'a jamais été fait auparavant, donc c'est inédit. C'est dans le but de transformer l'ADN. Donc en fait,
les répercussions, et ça c'est quelque chose que j'aimerais vraiment transmettre pour que les gens comprennent. J'ai vu beaucoup de gens dire dans des groupes WhatsApp et compagnie, oui, s'il y a un vaccin obligatoire, il faudra trouver un moyen de se nettoyer de ce vaccin. Alors, il faut rester réaliste. Le vaccin qui est proposé là, qui est en plan, si jamais il passe et que vous êtes confronté à une vaccination obligatoire, ce vaccin-là a pour but de modifier notre ADN. Et notre ADN, c'est quoi? C'est très complexe, mais pour faire très simple, c'est notre identité, c'est nous. Donc si on nous modifie au niveau de l'ADN, on modifie tout ce qui va se faire ensuite. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ce vaccin-là, on n'est plus comme avant. Et ça, il n'y a rien qui peut, on va dire, revenir en arrière. Et c'est tout le but de ce processus-là. Ils ne font pas autant de mal pour faire quelque chose où après vous dites je prends un peu d'argile et je me fais quelques massages et ça va aller. Non. Voilà, le but, c'est vraiment un effet inédit sur le corps, en fait. Irréversible. Et ils sont déjà dédouanés, hein, parce que c'est important aussi de le préciser. Oui, alors ça c'est bien, on peut en parler. Voilà. Le fait que la responsabilité des effets au sens large est donnée aux États éventuellement. Il y a des remboursements, des dédommagements qui sont prévus, en tout cas dans la loi suisse sur les épidémies en France, dans l'Union européenne aussi, j'ai vu, et aux États-Unis. De sorte que en fait, les fabricants ne soient pas du tout inquiétés le jour où il y aurait une vague justement de problèmes de santé. Et l'argument officiel, c'est de dire « Ah mais parce que vous avez dû faire ça en urgence, on ne peut pas vous reprocher des effets secondaire ». Donc en fait, ils ne prennent aucun risque et ils ont tous les bénéfices. Oui. Alors là, par exemple, on sait que la Suisse, je ne sais plus si je l'avais dit au début, avait commandé 4,5 millions de doses chez Moderna et l'Union européenne c'était 80 millions de doses. Mais je sais qu'ils diversifient leurs demandes et leurs achats, donc il y a plusieurs laboratoires qui sont prévus et en tout cas chez nous en Suisse c'est Lonza qui s'occupe de fabriquer le vaccin et il y a quelque chose qui est prévu, la fabrication est prévue pour décembre déjà chez nous sur le site de Lonza. C'est pour ça que c'est très important maintenant de se mettre à vraiment étudier le sujet. Moi, ce que j'aimerais dire aux gens, c'est étudier le domaine de la santé, c'est complexe. Il y a beaucoup de points, il y a beaucoup de sources. Ne croyez pas ce que les gens disent juste en les croyant comme ça. Vérifiez les sources, comprenez. Étudier un peu le système immunitaire, c'est aussi quelque chose qu'on veut absolument pas que vous puissiez comprendre, vu que si vous comprenez le système immunitaire un petit peu, juste que vous compreniez à quoi il sert et dans quel but, vous pouvez avoir plus d'outils et vous devenez plus indépendant. Et toute la stratégie actuellement, c'est de rendre les gens 100% dépendants à travers ces mesures sanitaires. Et donc, du coup, via les liens qu'on vous envoie par email, moi, je vous ai transmis beaucoup d'informations qui sont autant scientifiques que de personnes qui sont douées dans leur domaine, mais avec une compréhension qui est accessible. Parce que le problème, c'est qu'on parle d'un sujet très technique. Et en fait, souvent, les médecins utilisent des jargons qui font que les gens ne comprennent pas, alors qu'en fait, tout le monde peut comprendre les bases physiologiques de notre corps. C'est comme pour l'économie, je fais un petit parallèle, mais je trouve que les experts, comme ils s'appellent, ils se font appeler, parlent dans un jargon qui est incompréhensible pour la personne qui n'a pas étudié le sujet. Et j'ai l'impression que tous ces sujets sensibles, qui ont rapport directement avec notre état d'être, notre vie, sont présentés sous des formes qui sont très peu accessibles. Voulu. Avec des gens qui, soi-disant, seraient experts et seraient les seuls à pouvoir expliquer et gérer ce genre de choses. Et c'est là où la dérive est totalitaire. C'est-à-dire que du moment qu'on définit qu'il y a quelques personnes qui sont experts et que vous ne pouvez pas accéder à ces connaissances, vous devenez dépendant. C'est toujours l'histoire de la dépendance, en fait. À partir du moment où on est dépendant, on est manipulable. Dès qu'on est indépendant de pensée, de réflexion, d'expression, etc., on devient libre en fait. Et en fait, aujourd'hui, je pense que un des sujets, et je pense que le sujet principal, c'est vraiment la liberté, reprendre notre liberté, notre souveraineté justement, avec les solutions dont on va parler après. Mais je voulais encore faire un petit volet sur l'identification digitale, puisque j'en avais parlé dans ma vidéo ID 2020, donc, qui est financée également par la fondation Bill et Melinda Gates. Mais il y a d'autres indices, d'autres documents qui nous permettent de penser qu'à terme, il y a un passeport digital qui est prévu, passeport de vaccination et
extensible à d'autres choses. Hein. Bill Gates en a parlé même dans des interviews, extensible à pouvoir payer ses impôts, à pouvoir accéder à certains lieux, à pouvoir travailler, et à donner son identité au travers. Alors il parle de passeports digitaux, mais certaines, par exemple si on va sur le site de ID 2020, on voit que il y a une histoire de puces. Moi désolée, je vais revenir là-dessus, malgré qu'on m'ait bien dit que c'était de la science-fiction. Plusieurs pays ont déjà utilisé des puces. On a la Belgique, la Suède et les États-Unis. C'est pas de la science-fiction, hein. Ça fait partie des courants transhumanistes et vous avez déjà des gens qui volontairement se prêtent à des tests, des expériences pour, par exemple, dans certaines startups, entreprises, avoir des badges sous la peau pour pouvoir ouvrir la porte, pour pouvoir commander à la cafétéria, pour pouvoir plein de choses. Donc en fait, c'est un courant et c'est une idée d'améliorer l'être humain en incorporant de la technologie à l'intérieur. Voilà. Et même Netanyahou en avait parlé là, il y a quelques mois d'une puce en priorité à mettre sous la peau des enfants pour qu'ils puissent observer une distanciation sociale. Donc on voit que ce prétexte du Covid est vraiment utilisé pour toutes les innovations, tous les changements de paradigme qu'ils veulent nous imposer. Oui, exactement. Et donc il y a aussi l'histoire du HappyJect. Je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est une société qui a développé une technologie pour injecter un vaccin avec une puce. Donc ça, c'est vraiment, c'est passé sur Fox News il y a 2 mois, je pense. Et d'autres vaccins qui sont prévus, par exemple le Quantum Dot Die. Je fais un petit peu une liste un peu exhaustive pour que tout le monde puisse après se renseigner par soi-même, qui est une sorte de pansement qui ensuite, quand on le détache, s'introduit sous la peau avec des points quantiques. Donc ça, c'est aussi quelque chose d'étayé, quelque chose de vérifiable, qui permet de détecter si oui ou non on a été vacciné, par exemple. L'idée de tous ces systèmes, sans faire de distinction, c'est simplement de savoir et de prouver si vous êtes vacciné ou pas. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est face à des gens qui sont intelligents. Donc, il y a beaucoup de gens, et c'est ce que les gens de manière générale ne se rendent pas forcément compte, qui jusqu'à présent échappaient à la vaccination parce qu'en gros, ils disaient on vaccine, ils jetaient la fiole et puis ils faisaient en sorte que sur le carnet vaccinal, il y ait le tampon et l'enfant ou la personne n'était pas vaccinée. Donc, le but, c'est de s'adresser à ces personnes-là en les obligeant et en ayant un moyen de pouvoir contrôler si vaccination il y a eu ou pas. Le vaccin, c'est ce qu'ils disent. En fait, ils invoquent cette raison-là pour justifier cette identification. Mais comme j'ai dit avant, Bill Gates en a parlé, il a parlé d'étendre les fonctions de ce genre d'identification à toutes les autres fonctions de la vie quotidienne. Exact. Donc, je pense que voilà, on a donné assez de matière. C'est ça. La demi-heure est passée en un clin d'œil. Voilà. On avait peur de ne pas y arriver, c'était une première. Donc, oui, c'est vrai, c'était une première, mais ça s'est très bien passé. Merci beaucoup. Donc, merci à toi, Philippe Abraham, et puis on vous laisse suivre la suite de cette conférence.